Attention, ouvrez bien les yeux. Car cette fois-ci, je vous amène un peu plus loin. Le doux voile sombre de cette nuit de mai s'abat sur la ville de Strasbourg. Je ne suis qu'un simple étudiant en histoire, cherchant lors d'une balade en forêt une façon de m'évader. Cherchant en ces arbres le souffle de vie qui manque tant à ces livres, qui couchent sur le papier le périple des morts, de ceux ayant quitté notre présent. Je serai seul narrateur de ce voyage, alors que depuis ce passage en forêt, une présence est greffée à moi. Une présence mystérieuse qui, par l'intermédiaire d'une simple feuille de papier, m'a amené à traverser l'Atlantique. Ce mois de juin m'était difficile à traverser, entre les devoirs à rendre, les examens et l'attente de réponses pour les masters. Je me suis donc dit disponible pour sortir un moment en forêt, parmi les hêtres, l'érable et la quantité folle taille d'ours, désormais fanés. Je marche à pas doux, calmement, en espérant tomber sur un quelconque animal que nous pourrions tous croiser au détour d'un ancien bunker de la Seconde Guerre mondiale. Le périple des morts ne m'échappe jamais vraiment, finalement. Vous voyez une forêt avec des bunkers, je vois une ligne Maginot inefficace. Vous voyez le Rhin, je vois sa traversée à cheval par les soldats de Louis XIV. Vous voyez une ancienne lettre par terre, sous quelques feuilles. Vous comme moi, voyons pollution de la nature. Mais regardez cette lettre, son écriture, le papier utilisé. Étrange. Elle adopte beaucoup de caractéristiques d'une lettre du XVIIIe. À force de côtoyer des archives du XVIIe siècle dans le duché de Lorraine, on développe une certaine idée sur la façon dont les personnes pouvaient s'exprimer à l'époque. Maman, je ne veux partir. De grâce, empêche Père et Claude mon mari de m'emmener. Peu importe ce qui m'incombe, je n'ai que le désir de m'en évader. Et de cela faire honneur à notre famille en toutes circonstances. Isabelle, ta fille. Impossible qu'un papier du XVIIIe siècle reste piégé dans un arbre depuis si longtemps. À moins qu'il ait été reproduit, falsifié. Pourquoi faire? Si ce n'est pour que quelqu'un le retrouve. Ou la retrouve. Une jeune fille prise au piège des relations familiales et des obligations liées à sa classe sociale. Un récit vu et revu, si vous voulez mon avis. Je regarde attentivement ce bout de papier en me demandant s'il a un lien particulier avec ce château près de la forêt. Un ancêtre des propriétaires de Portales? Peut-être bien. En rentrant chez moi, j'essaierai de la retrouver. Je me pose donc, au cours de mes recherches, une question simple. Qui occupait le château au XVIIIe siècle? Je découvre qu'il a été initialement construit en 1750 par le comte Joseph Guillaume de Klinglin, un haut fonctionnaire au service du roi de France. Mais que des difficultés politiques et financières ont finalement conduit à la confiscation de tous ses biens. Et c'est en 1784 qu'un avocat du nom de Joseph Guéraud acheta le château. À partir de là, les choses deviennent un peu plus floues. Sa fille, Isabelle Guéraud, avait alors l'âge de 20 ans. Et en cherchant davantage, je découvre par la même occasion qu'elle fut mariée dès ses 19 ans à un homme du nom de Claude Silva. Je n'avais pas de doute à ce moment-là, c'était bien elle. Elle serait partie avec lui jusqu'en Espagne, assistant son mari commerçant. Une alliance qui, a priori, devait servir à aider financièrement la famille installée dans le château, qui à l'époque devait avoir plutôt cette allure. Le
Le soir venu, l'air était plus froid que d'habitude. L'ambiance était lourde. Et tout le monde était endormi, sauf moi. J'entends un bruit dans le salon et je décide de me lever pour voir de quoi il s'agit. Rien, et pourtant les bruits continuent. Des choses tombent, et du vent traverse la pièce alors que tout est fermé. Cette brise me donne des frissons et est accompagnée d'autre chose. Un murmure. Je vois du coin de la pièce une silhouette qui se dessine. Tous les bruits se sont arrêtés. Mais je décide de mettre un terme à ce rêve étrange en allant me coucher. Mais les jours passent et je peux vous affirmer que ce n'était pas un rêve. Je sens une présence de plus en plus intense, accompagnée de murmures qui me hantent. Tu as l'air un peu à l'ouest ces temps-ci, me dit-on. Elle passe son temps à me parler d'un port situé actuellement sur le fleuve Saint-Laurent, dans la province du Québec. Elle n'arrête pas de m'inciter à y aller, au point où je n'arrive plus à fermer l'œil de la nuit. C'est décidé. Je prends mon billet pour Montréal. Mes premiers pas à Montréal m'ont amené à lever les yeux vers le ciel. Un voile d'azur obstrué par des géants de pierre. Soit le supplice des villes modernes. En Amérique plus qu'en Europe si l'on tient compte de l'importance des centres historiques. Ceci découle d'une volonté solide de préserver un paysage urbain qui ne soit pas parasité par des bâtiments trop hauts. L'exemple de la capitale tchèque entre dans ce cadre, mais n'est pas épargné par un afflux très important de touristes, dont je fais moi-même partie. De même pour Montréal. Isabelle, elle, n'eut pas la chance d'arriver ici par avion. Elle me sourit du coin de l'œil, mais à proximité de l'ancien port de Montréal, elle libère une larme coulant doucement sur sa joue. Ici, elle me murmure une partie de son histoire. Son mari Claude était un marchand itinérant qui faisait ses affaires tout aussi bien en France qu'en Espagne. Les relations entre les deux royaumes étaient profondes, d'autant plus lorsque l'on sait que le roi espagnol de cette époque est fils du premier roi Bourbon d'Espagne. Mais le nouveau marché qui intéressait Claude se trouvait ailleurs. C'est de l'autre côté de l'Atlantique que Claude désire conclure un nouveau contrat commercial. Nouvellement conquise par les Anglais à l'issue de la guerre de 7 ans, il y a tout juste une vingtaine d'années, ce lieu portait le nom de Nouvelle-France. Isabelle l'accompagne sans grande volonté dans ses aventures, s'accommodant de son rôle d'assistante. Elle quérit chaque bribe de connaissances qui lui sont amenées, notamment dans le domaine économique. De cela découle un profond fantasme, celui de s'extirper de sa condition de femme épouse, vouée à être mère. Elle me le communique d'une façon plus forte qu'un simple récit qu'elle pourrait me murmurer. Elle me transmet ses émotions, ses humeurs, ses tourments, son envie de quitter le bateau qui l'amène en Amérique. En regardant ce fleuve, je sens le vent parcourir ses cheveux. Je sens le maigre espoir qu'elle a de fuir un navire composé de beaucoup trop d'hommes. Le pied posé sur la terre ferme une fraction de seconde lui suffit à trouver le courage de partir. Claude laisse son maigre équipage et va à sa poursuite. En vain. Animée par ce désir longuement réfléchi, Isabelle se lance dans les bras d'une jeune ville en pleine ébullition. Même si je ne suis pas un grand fan de l'espace urbain très moderne, la beauté s'y retrouve aussi. Évidemment, par l'architecture contrastée, des musées particulièrement étonnants qui trompent le cerveau humain. Ou encore, de façon plus discrète, une esthétique à couper le souffle. L'intérieur du centre de commerce mondial, dans lequel nous pouvons aussi retrouver un morceau d'histoire. Ceci est une réelle partie du mur de Berlin. Il a été amené à l'initiative de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui possédait à l'époque le complexe immobilier qui abritait le centre de commerce mondial. Accessibilité, visibilité et symbolisme. Ici courait Isabelle. Cet endroit n'était à l'époque qu'un entrepôt de marchandises à ciel ouvert, lié au vieux port. Le musée des illusions, une zone résidentielle,
où Isabelle trouva refuge quelques jours chez une vieille femme du nom d'Eugénia. Mais même si passent les jours, Claude n'en démord pas. Il a recours aux autorités de Montréal qui scrutent sans relâche les coins les plus malfamés de la ville sans réellement se préoccuper des quartiers plus aisés. Certaines filles, souvent prostituées, sont arrêtées et présentées à Claude. Ce dernier les regarde d'un air intéressé, mais il sait que s'il validait une de ces femmes, juste pour son plaisir personnel, les autorités stopperaient immédiatement la recherche de sa femme légitime. Alors, il freine ses pulsions odieuses et part, la nuit tombée, voir l'une de ses filles dont le physique lui rappelait son épouse. Le hasard fait parfois mal les choses. Cette vieille femme avait accueilli Isabelle en pensant à un signe divin, une femme qui ressemblait tant à sa fille qui avait fugué il y a maintenant 1 mois, sans qu'aucune nouvelle ne lui soit transmise, excepté une, la plus terrible des nouvelles que l'on puisse offrir à une mère. Eugénia fut dévastée d'apprendre la mort de sa fille le lendemain de sa rencontre avec Claude. Une pauvre fille de joie, victime des coups d'un mari à l'âme sombre. Isabelle, en apprenant cela, s'imbibe de culpabilité et de peine. Ne pouvant supporter les pleurs d'Eugénia, elle quitte sa maison. Elle pensait être en sécurité. Elle pensait que Claude serait en train de croupir en prison. Mais va-t-on réellement condamner un marchand étranger relativement aisé qui aurait tué une prostituée ? En temps normal, oui. Mais Claude réussit par des moyens inconnus d'Isabelle à échapper à la justice. Et même pire, ils croisent sa route avant de se lancer tous deux à une poursuite et une fuite intense. Isabelle en fait tomber sa bague. Encore une fois, il est impossible qu'une bague du 18e reste simplement posée par terre, sur le sol. Mais ainsi soit-il. Cette course endiablée les amène à un endroit peu commun et lourd de symboles, le Mont-Royal. Une imposante colline couverte de forêts dont les chemins et les sentiers de randonnée n'étaient que très sporadiques. Isabelle s'engouffre profondément dans l'épais assemblage de branches, de feuilles et de racines. Ces arbres, témoins de cette poursuite, font encore résonner les cris de Claude, enragé. Isabelle s'arrête subitement à son sommet, dont les arbres laissent échapper l'horizon de ce que deviendra Montréal aujourd'hui. Acculée, la pauvre fille imagine les vices que son mari pourrait lui infliger. Sauter de la colline, sans aucune certitude de survie, lui traverse l'esprit. Alors que Claude s'avance lentement, une panique mêlée de courage la pousse à se jeter du haut du Mont-Royal. Elle pensait mettre fin à sa vie, mais ses branches et ses arbres lui ont évité une mort certaine. Arrivée inconsciente en bas de la haute colline, passait par là un personnage mystérieux, une tonne de fourrure sur sa carriole. Une femme autochtone, iroquoise, passant simplement par là, pour elle aussi des échanges commerciaux. Cette iroquoise installe Isabelle inconsciente sur son attelage de fourrure et l'emmène, cette fois-ci, loin de Montréal. Dans cet état, Isabelle ne put me raconter réellement la façon dont elle vécut ce voyage de plusieurs jours. Mais c'est ainsi que nous quittons Montréal pour voyager un peu plus loin. C'est à plusieurs jours de marche de la ville qu'Isabelle se réveille enfin, en territoire iroquois, en contact très limité avec les Européens. Le commerce de la fourrure reste au demeurant très important. Et à savoir maintenant si Claude va réussir un jour à retrouver Isabelle. Ou juste la pense-t-il morte, quelque part, gisant sur les bas de la colline du Mont-Royal. On raconte qu'à l'issue des conflits entre Anglais et Français, beaucoup de marchands sont prêts à sacrifier cette colonie pour conserver des comptoirs plus rentables, tels que la Guadeloupe ou l'île Bourbon. C'est ce qu'espère Isabelle, qui, dans tout ça, aurait pour la première fois l'esprit plus léger. Elle se sentait loin de tout ce qu'elle a connu. Un sentiment de plénitude absolue au sein d'une société qu'elle apprend à connaître.
Tout paraissait ainsi plus calme et plus doux. Une communauté qui ne la considérait pas comme à part, mais exceptionnelle de ses origines européennes. Cette jeune Iroquoise qui l'a amenée ici a permis aux autres de la voir différemment des colons. Tandis qu'Isabelle consacrait sa longue vie à aider et à participer aux efforts de ce peuple, les infrastructures autour de ce lac se multipliaient. Trop nombreuses selon certains. Des forces de colons assez belliqueuses mirent accidentellement le feu à une partie de la forêt qui encerclait le lac et leurs habitations. Le feu s'avance brusquement jusqu'au contour du lac. Certains ont fui, mais ni Isabelle, ni Onatawa, l'Iroquoise qui l'avait amenée, ne partirent. De leur vieil âge, elles sont restées jusqu'à ce que le feu ne leur donne plus d'autre choix que de se rendre sur le lac. Une idée d'Isabelle qui ne put sauver qu'elle et sa chair est tendre. Elle s'éloigne ainsi des flammes et des cris de leurs amis, de leur famille. Mais une autre voix transperce les flammes. Une voix rauque qui, même après tout ce temps, fige Isabelle. Claude était là, s'il n'en est pas lui-même le responsable. Cette voix est accompagnée d'une lourde et épaisse fumée toxique qui commence à imbiber les poumons d'Isabelle. Ce voile l'asphyxie sous les yeux fatigués et impuissants d'Onatawa. Elle se couvre le visage avec du tissu et rejoint une île épargnée du feu au milieu du lac. Les larmes aux yeux, l'Iroquoise amène le corps sans vie d'Isabelle. Les murmures que j'entends la décrit comme une femme dévouée, bienveillante et amoureuse. Depuis le début de mon voyage, elle me parle au travers de murmures, de sentiments profonds qui me sont partagés. J'ai marché dans ses pas avec un deuxième cœur à l'intérieur de moi. Et c'est ici que cette histoire prend fin. Je lui ai alors demandé pourquoi moi. Elle m'a répondu que je n'avais pas réellement d'importance, qu'elle voulait d'une certaine façon revoir sa mère et son âme sœur, les deux femmes qu'elle n'ait jamais autant aimées. C'est alors que j'ai compris qu'elles étaient enterrées ensemble, ici. Il ne manquait plus que ceci pour compléter le tableau. Elle n'était pas réellement morte à Montréal, certes, mais c'est son arrivée ici qui tua la Isabelle Guerreau, fille de noble famille, asphyxiée par le cadre restreint de l'idée qu'on se fait d'une femme au XVIIIe siècle. C'est moi. Son arrivée ici marque la naissance d'une nouvelle femme. Une présence mystérieuse qui, par l'intermédiaire d'une simple feuille de papier, m'amena à prononcer une dernière fois le nom de la personne la plus chère à son cœur. Onatawa. Something I believe in my faith. Love, in all its forms, is the most powerful weapon we have. Because love is a form of hope, and like hope, love abides in the face of everything.